Bonjour, je suis Thomas Osinski. Vous êtes là dans le cours Diagnostic différentiel, drapeau, triage et réadressage dans le cadre du Master IRHPM pour l'Université d'Amiens. Nous allons aujourd'hui parler des aspects plutôt d'organisation du diagnostic et du raisonnement clinique pour le triage. Cette vidéo sera plus courte sur les aspects d'organisation pratique. Nous avons vu des éléments déjà théoriques sur la notion de diagnostic différentiel et l'utilisation de la clinimétrie. Là, nous allons plutôt parler en pratique comment organiser ses pensées et son comportement en tant que thérapeute pour poser des diagnostics différentiels. Alors, premièrement, nous pouvons réfléchir de façon assez linéaire, en se disant que quand je suis dans une situation de soin, donc on dit créée par le désir d'un patient de gérer un problème, une situation qu'on nous a dit aversive, qui n'arrive pas à gérer lui-même, c'était ce que nous avons proposé comme définition de la situation de soin, et bah, cette situation de soin va m'amener à des doutes en me disant, bah voilà, le patient vient, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour l'aider? Ainsi, je dois identifier une démarche efficiente pour l'aider à atteindre son objectif, à réduire le côté aversif de la situation et faire qu'il ait moins son problème de santé. Pour ceci, je vais devoir mettre en place un raisonnement clinique, prendre en compte un grand nombre de données, parce que en soi, le patient va me donner beaucoup de données. Il va me donner son état civil, il va me donner toute l'histoire dont il se souvient, l'histoire qui est cohérente autour de son problème et la situation aversive. Donc ça fait beaucoup de données entre le passé qu'il va raconter, son présent, les angoisses futures, ses valeurs et autres. Donc il faut que je prenne tout ça en compte au mieux pour choisir mes actions et trouver les actions les plus adaptées possibles pour le patient. Et ce qui est important, et ce qu'on va peu aborder ici, mais qui sera plus vu dans les autres enseignements sur le raisonnement clinique, c'est qu'une fois que j'ai fait mon raisonnement clinique, que j'ai appliqué les choix qu'il m'a conduit à faire, donc j'ai mis en place des thérapeutiques, et bah, l'effet de mes thérapeutiques sont autant d'informations que je vais pouvoir analyser de nouveau pour savoir si j'ai fait le bon choix et ainsi de nouveau avoir une réflexion sur toute cette situation de soins et ma propre démarche, avoir un travail métacognitif pour savoir si j'ai fait les bons choix et qu'est-ce qui potentiellement m'a induit en erreur ou au contraire m'a aidé à faire des choix très efficients et rapides. Alors, le sujet du raisonnement clinique et sa complexité est un domaine de recherche en soi dans lequel nous n'avons pas le temps de rentrer, qui sera un petit peu abordé dans d'autres enseignements, mais je voulais vous présenter rapidement un modèle souvent utilisé dans les cours d'enseignement sur le raisonnement clinique, qui est un modèle qui a été proposé à partir de l'expertise de 8 praticiens sur comment les personnes agissaient et qu'est-ce qu'elles mettaient en place, en se demandant, voilà, vous mettez en place, vous experts, un processus de raisonnement clinique pour vous dépatouiller dans une situation, qu'est-ce que vous faites? En essayant de séquencer les différentes étapes. Ce qui est intéressant dans ce modèle général de raisonnement clinique, qui est le modèle général proposé par l'équipe de Montréal, c'est de se dire, bah, on a des étapes où je peux réfléchir moi, en disant, bah, voilà, est-ce que j'ai été bon dans ces différentes étapes afin de m'améliorer? Donc, ce qu'on se dit, c'est que les principales étapes, ce sont les 5 que je vous ai exposées ici. C'est premier lieu, c'est d'identifier les indices dès le départ. Est-ce que j'arrive, quand un patient vient me consulter, est-ce que j'arrive à être suffisamment attentif aux premiers indices pour pouvoir m'orienter? Parce que, par exemple, certaines personnes, on peut parfois être pris, et puis on peut perdre des indices sur l'observation, sur qu'est-ce que m'a dit le patient en premier lieu, sa façon de parler, qui sont autant d'indices que parfois on peut oublier. Après, il y a à savoir, est-ce que j'ai bien compris la situation aversive du patient? Est-ce que j'ai bien compris pourquoi est-ce qu'il venait? Est-ce que vraiment lui, ce qui l'intéresse, c'est de ne plus avoir mal ou c'est de savoir gérer sa douleur? Est-ce que son projet, lui, c'est de retourner marcher, retourner courir, sauter, gagner des compétitions? Est-ce que c'est d'être rassuré sur son évolution? Non. Est-ce que j'ai bien déterminé les objectifs du patient? Ensuite, est-ce que j'ai réussi à catégoriser correctement? Est-ce que j'ai bien fait mon diagnostic différentiel? Est-ce que j'ai bien réussi à être assez confiant dans la catégorisation en disant, voilà, ce patient il me fait plutôt penser à cette classe nosologique avec laquelle je sais faire telle et telle action, ou est-ce que en fin de compte je suis resté dans une zone de flou et je suis passé trop vite à l'action? Ensuite, évidemment,
il y a la question de savoir est-ce que j'ai correctement mis en œuvre mes actions, je les ai mis en œuvre, est-ce que ça s'est bien fait et est-ce que j'ai bien géré mes gestes techniques qui étaient ceux attendus. Et finalement, une fois que tout ça a été fait, je peux me poser la question de l'évaluation de mes résultats, c'est l'aspect réflexif dont nous avons parlé juste avant. Donc ça, ce sont 5 étapes successives qui sont en lien avec le raisonnement clinique, avec des choses que je fais avec le patient, des choses que je fais après, pour pouvoir m'aider à gérer des situations aussi proches que celles que m'a proposé le patient que je viens de voir. Ces différentes actions d'identifier, déterminer, catégoriser, mettre en œuvre et évaluer, en soi, se suivent dans 3 temps assez distincts. Un premier temps de représentation initiale du problème. Le patient arrive, me donne des informations, je sais qu'il doit venir pour une lombalgie, il arrive, voilà. J'ai une représentation initiale du problème. C'est un jeune homme qui a une lombalgie depuis 2 jours. Ça va être différent dans mon esprit qu'une personne qui a 50 ans, des douleurs chroniques depuis une dizaine d'années et qui vient me consulter un énième thérapeute que je suis. À partir de cette représentation initiale, je vais avoir des informations. Comme nous avons vu, nous allons pouvoir les traiter d'un point de vue probabiliste quand c'est possible. Et ça va me donner une représentation dynamique en disant je vais avoir H0, une pathologie, une deuxième pathologie ou une classe du moins nosologique à laquelle je sais faire. Je vais faire passer mes tests, je vais pouvoir utiliser mon homogramme de Fagan ou du moins les chiffres que j'ai appris un peu par cœur et les probabilités qui y sont associées, et je vais pouvoir à la fin refaire une classification des problèmes, des hypothèses chez le patient, et ceci va me donner une représentation stabilisée du problème du patient. Voilà, j'ai fait mon raisonnement, j'ai mouliné les informations, je pense maintenant que le plus probable chez le patient, ce soit telle ou telle chose. Ça, c'est l'organisation plutôt temporelle de l'aspect réflexif du raisonnement. Une fois que nous avons compris un peu ces choses-là, nous pouvons rajouter du détail qui vont être vus un peu plus tard, qui sont autant d'éléments qui sont intéressants à explorer pour améliorer nos capacités métacognitives et savoir quelles sont potentiellement nos pistes d'amélioration à chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes pistes d'amélioration, certains sont très bons pour catégoriser, d'autres très bons pour identifier les premiers indices, d'autres très bons pour déterminer les objectifs, mais on a tous des faiblesses et être attentif au cours sur le raisonnement clinique vous permettra d'identifier vos faiblesses et potentiellement ce sur quoi il faut vous améliorer, que ce soit sur la conception de vos scripts, la prise de temps pour rechercher l'information, savoir traiter l'information du patient. On ne va pas rentrer dans le détail, ça demande des heures de travail, mais il est important d'avoir en tête que on considère qu'un raisonnement clinique fait correctement, comprend ces différentes étapes et surtout comprend un élément récursif, de dire voilà, j'ai analysé mon patient, maintenant que je vois que le patient a répondu de telle ou telle façon, ça me confirme dans la qualité de mon raisonnement ou non. Et si ça confirme ma qualité de raisonnement, ça va me permettre petit à petit de trouver des raccourcis et d'avoir des habitudes de raisonnement pour traiter plus facilement les autres patients, avec le risque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce que les habitudes peuvent nous faire prendre parfois trop de vitesse et nous ramener dans une incapacité à prendre suffisamment d'informations au départ. Donc il faudra toujours faire attention à cet équilibre-là en pratique clinique. Donc, nous avons vu un modèle d'organisation de la réflexion en pratique clinique, mais on a aussi à réfléchir comment je m'organise dans mon soin. Une proposition qui a été faite ici par Boissonneau dans ses ouvrages sur le triage pour les physiothérapeutes en soins primaires, donc qui sont un peu différents que nous, qui nous sommes référés. Bon, à se dire que premièrement, on commence par vérifier l'histoire de la maladie chez le patient, prendre un entretien, et que cet entretien doit être relativement exhaustif pour bien comprendre les symptômes, la plainte du patient, revoir son histoire médicale, avoir en tête que avoir l'antécédent d'une pathologie est globalement le plus gros facteur de déclencher de nouveau cette pathologie. Avoir une fracture est le plus gros facteur de risque d'avoir de nouveau une fracture.
avoir fait une entorse, un facteur de risque d'avoir une entorse. Globalement, quand vous avez eu un problème, vous avez plus de chances d'avoir de nouveau le problème. Une fois qu'on a fait l'histoire médicale, on a besoin de voir globalement, est-ce que la personne est en bonne santé? Est-ce qu'elle a des troubles particuliers? Est-ce qu'elle a des comorbidités ou autre? Parce qu'avoir une comorbidité, en général, c'est un facteur de risque de déclencher des problèmes et un facteur de mauvais pronostic. Et puis, à la fin, une fois qu'on a regardé un peu global, on s'assure du problème spécifique. Si j'ai un problème, un patient vient dans un cadre neurologique, je vais m'intéresser principalement au système neurologique. Si c'est plutôt l'articulation, je vais vérifier l'articulation. Donc on revoit des systèmes plus spécifiques. On pensera à regarder l'ensemble cardio-pulmonaire et urogynéco, vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Il faudra savoir faire une évaluation sommaire mais du système nerveux et intertegumentaire. Et puis on pense aussi aux facteurs psychologiques, rhumatologiques et endocriniens en fonction des dominantes de problèmes du patient. Une fois que nous avons passé en revue ces choses-là, donc c'est une proposition qui a été faite, nous pouvons passer à l'examen physique. Donc l'examen physique arrive relativement tardivement après l'engrenage de beaucoup d'informations déjà qui vont nous aider à nous orienter, parce que chaque information va nous orienter vers différents diagnostics. Donc il faut prendre le temps de faire ça avant de passer à l'examen physique. Et dans l'examen physique, on peut aller voir, vérifier les problèmes cardio-respi et du système nerveux, être sûr que les réflexes sont bons, que la sensibilité est bonne, qu'il n'y a pas de troubles de tension, qu'il n'y a pas de problème pulmonaire ou autre en fonction des problèmes. On regarde la fonction, la capacité, l'incapacité de la personne à faire, et puis comment altérer le symptôme du patient. Mettre de la contrainte, pas de mettre de contrainte, changer la façon de faire, rassurer la personne. Et une fois que nous avons fait ça, on peut se demander, est-ce que je suis dans le cas où je peux traiter la personne? Elle est dans mon champ de compétences et je vais la traiter. Est-ce qu'elle est dans un cadre un peu plus flou où je vais lui donner du conseil et je vais référer en disant je ne suis pas certain, malgré mon examen, d'être sûr de votre souci et j'ai besoin de plus de choses. Donc on fait de l'éducation et on réfère. Ou un autre cas de se dire là je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas dans mon champ de compétences et je vais référer en disant là c'est pas pour moi, là je ne saurais pas vous donner de solution thérapeutique, je vous conseille de voir une autre personne. En simplifiant un peu ces éléments-là, nous pouvons nous dire que quand nous sommes face à une personne, je vais m'interroger sur qu'est-ce qui peut expliquer la présentation clinique du patient. Premièrement, je vais m'assurer de ne pas être dans une situation qui soit en dehors de mon champ de compétences. Il y a plein de situations où c'est en dehors de mon champ de compétences. Par exemple, une fracture, c'est pas dans mon champ de compétences, à moins qu'elle ait été traitée de façon soit conservative ou chirurgicale, mais traitée médicalement, parce que ce n'est pas dans le champ de la kinésithérapie. Ou je peux aussi être dans une situation où c'est totalement en dehors de mon champ, je ne peux pas guérir le cancer, je ne peux pas guérir l'épilepsie, je peux peut-être gérer des à côté, je peux gérer des à côté d'un curetage ganglionnaire pour un cancer du sein et gérer ces problèmes de lymphatiques, mais en aucun cas je viens traiter la pathologie. Donc il est important toujours de savoir est-ce que je suis dans mon champ de compétences ou pas, et parfois le champ de compétences s'ouvre simplement une fois que la prise en charge médicale est mise en place. Encore une fois, si je reprends le cas des pathologies rhumatismales, nous prenons en charge des patients qui sont atteints de pathologies rhumatismales à condition qu'elles soient traitées, suivies et prises en charge correctement d'un point de vue médical. On ne prend pas en charge un patient atteint d'une spondylitis rhumatismale s'il n'a pas de traitement hormonothérapique ou autre anti-inflammatoire rhumatologique mis en place. Ça, c'est extrêmement important pour définir notre champ de compétences et un travail en sécurité pour nous et pour le patient. Une fois que je me suis assuré de ça, donc j'ai fait mon raisonnement clinique pour éliminer ces pathologies-là. Donc là, on se retrouve dans une situation où il faut se dire que la première chose à faire en situation clinique, c'est de s'assurer qu'on est dans le champ de compétences. Donc on doit mixer les informations que nous avons vues avant. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon raisonnement probabiliste pour dire je pense que c'est telle ou telle
pathologie et classe nosologique qui correspond le mieux au patient. Une fois que j'ai fait mon choix, probabiliste ou d'une autre façon, en fonction de comment je pense que ça explique le mieux les choses, il sera bon d'utiliser des outils relativement fiables et sensibles au changement pour suivre l'évolution de la progression du patient. Nous avons dit tout à l'heure que une fois que j'ai posé un diagnostic, je fais mon traitement, je fais une évaluation. Et avoir des outils d'évaluation corrects va me permettre de mettre à jour mon raisonnement en me disant, bah voilà, j'ai correctement suivi les progressions de mon patient, je sais s'il a progressé, pas progressé ou s'est aggravé, et bah je vais pouvoir injecter cette information-là dans l'ensemble de mon processus de prise de décision, que ce soit dans l'émission de diagnostic ou dans le choix du traitement. Mais si je n'ai pas d'outils d'évaluation fiable, eh ben je ne pourrai pas savoir si le patient a changé ou pas, et par conséquent, je ne pourrai pas mettre à jour mes connaissances. C'est en ça que la fiabilité et la sensibilité au changement est extrêmement importante. Alors, je tiens à vous remercier. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail aux inscrits.thomas@gmail.com en rappelant la source de votre formation. Et puis, nous discuterons ces points-là en formation présentielle. Bonne journée.